Bienvenue au Winning Calls with Oracle, le webinaire où on refait le match. Direction Cowes sur l'île de Wight pour revivre l'une des belles performances de l'équipe française de SailGP lors de la première saison. Soyez les bienvenus, je suis Olivier Ligné. Cowes était le 4e acte de cette première saison de SailGP et le dernier avant la grande finale de Marseille avec une prime d'1 million de dollars à la clé pour le vainqueur de la première saison de SailGP. Les conditions sur l'eau étaient musclées avec du vent fort qui ont même forcé les organisateurs à annuler carrément la première journée de compétition. Autant vous dire que toutes les équipes étaient impatientes d'aller sur l'eau pour en découdre et tenter de marquer un maximum de points avant la grande finale de Marseille. Avec Billy Besson à la barre et David Ray à l'analyse des données, l'équipe française de SailGP était prête à en découdre et à bien travailler. Car pour performer, l'un des points essentiels pour les équipes du SailGP, c'est l'analyse des données. En effet, pendant chaque course, via des centaines de capteurs installés à bord des F-50, des millions de données transitent sur le Oracle Cloud avant d'être envoyées aux équipes du SailGP sur leur tableau de bord, le tout en un battement de cils. Comme tous les F-50 sont identiques et que toutes les équipes ont accès aux données de tous les concurrents, il n'y a pas de secret. Les équipes peuvent donc analyser toutes les datas à tout moment afin de progresser course après course, événement après événement. C'est parti ? Alors bienvenue dans Winning Calls with Oracle. Billy Besson, David Ray, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour Billy. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord l'équipe qui était à Cowes avec vous? Parce que je crois savoir que vous aviez récupéré quelques garçons précieux dans votre équipe, Billy, ce jour-là. Exactement. Pour une fois, l'équipe était au complète. Depuis le début de l'année, on avait eu quelques soucis d'équipiers. Et puis là, pour une fois, tout le monde était au complet, donc à fond et ravi de pouvoir entrer dans l'arène de SailGP, notamment à Cowes, où on savait que les conditions allaient être assez musclées. Donc j'étais assez content d'avoir mon équipe fin prête et déterminée à tout donner. David, quelques petites précisions parce que les conditions à Cowes sur cette semaine ont été plutôt musclées en conditions de vent. Le rôle donc du contrôleur de vol et du régleur d'aile ont été primordiaux. Ça a été crucial pour la réussite des régates. Vous avez fait une analyse des datas pour vous aider à préparer spécifiquement les équipiers. Qu'est-ce que vous leur avez dit d'ailleurs, David ? Oui, tout à fait. Alors, on a eu une semaine d'entraînement déjà avec des conditions assez musclées pour la plupart des jours. Et en plus de ça, on avait accès aux data de tous les bateaux en les téléchargeant depuis Oracle Cloud. Et on avait la chance d'avoir San Francisco qui avait eu des conditions semblables à ce qu'on allait avoir. Donc, j'ai fait un mix de tout ça et les statistiques et on les a présentées aux équipiers pour vraiment les avoir les plus affûtés et surtout savoir quel réglage et quelle valeur ils avaient besoin d'atteindre le jour de la course pour que tout aille bien. Eh bien justement, David, on va se replonger avec vous et Billy dans l'ambiance de Cowes. 2 régates se sont courues juste avant cette 3e course qu'on va suivre ensemble et vous allez nous commenter. Des régates qui certainement ont été un petit peu frustrantes pour vous, Billy, avec l'équipe à bord du bateau, parce que vous avez fait de très bonnes choses, des très bons départs, mais il y a eu des pénalités, notamment lors de la 2e régate. Et vous allez nous dire tout de suite dans quel état d'esprit on est quand il reste, moins d'une minute, c'est ça, du départ, environ 55 secondes exactement, et que l'on sait qu'on peut bien faire, on doit bien faire. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Billy, à ce moment-là? Racontez-nous. Là, à ce moment-là, on savait qu'on avait eu un petit problème justement. On avait coupé la box de l'entrée de départ, donc on voulait pas faire la 2e erreur. Et pile à ce moment-là, je fais un virement de bord et je fais un faux virement de bord, donc c'est-à-dire que je recule avec le bateau. Et l'horreur à bord, bien qu'on voit l'équipier d'Evan en train de mettre le foc à contre pour essayer de remettre le bateau dans ses lignes. Et je savais déjà qu'on était en retard à ce moment-là. Et donc dans ma tête, j'étais assez énervé, assez remonté, où je me suis dit, là, on n'a plus de temps à perdre, il faut vraiment y aller et élever vraiment tout ce qu'on peut pour tout donner, quoi.
Si bien qu'on part assez derrière, là, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Vous avez le départ là, avec des pénalités, heureusement, entre guillemets, malheureusement pour eux, heureusement pour vous. Pour les Australiens, les Chinois et les USA, pardon, qui ont été pénalisés, on vient de l'entendre. Ils ont été pénalisés sur la faute qu'on a fait la manche d'avant. Et donc, du coup, eux aussi ont écopé cette même pénalité. Heureusement que ça nous profite parce que à ce moment-là, on n'était vraiment pas très bien. Bon, après, on fait un Mhm. reaching assez formidable, c'est-à-dire qu'on est vraiment en haute vitesse, Ah, de chez haute on vous voit vitesse. là, Là, on vous voit vous remonter. là, vous voyez, on est à 48 nœuds. Bon, 48 nœuds sur un reaching, on commence vraiment à être assez fort, quoi. Donc, Billy, c'est juste vrai que avant que c'était vous continuiez, juste avant de vous continuer, David, on explique à nos amis qui regardent en même temps que nous. On a la fenêtre en haut avec la course, avec la télévision qui nous montre les images, avec le bateau français qui est en train de partir à la poursuite du bateau australien, si je ne me trompe pas, en tout cas qui est super bien parti. En bas, on a la caméra embarquée. Non, même pas. Le bateau australien n'est pas encore revenu d'ailleurs, hein. Là, les Français sont en Non. tête. Et ils sont où les Français là? Oui, ils sont en tête, non? Ils sont pas en Ouais, tête? c'est en tête, oui, Ouais, bien c'est sûr. ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, les Australiens sont derrière. On a la caméra embarquée et puis alors, on a des données chiffrées un peu sur le côté. En même temps que vous commentez la course, vous pouvez peut-être nous dire à quoi ça correspond ces chiffres, David. Oui, alors ride time, c'est le temps en pourcentage passé au-dessus de l'eau à voler. C'est dans notre intérêt de l'avoir le plus proche de 100%. C'est là où on va le plus vite. Ride height, c'est la hauteur de vol. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de la garder autour d'un mètre au-dessus de l'eau. C'est là où le bateau a le maximum de performance. Ensuite, pitch et roll, c'est des angles d'inclinaison de la plateforme. Vraiment l'intérêt ici, c'est de les garder proches de zéro pour garder la plateforme le plus plat possible. Là où on va le plus vite aussi. Il faut la garder plate dans les manœuvres aussi, pas seulement dans les lignes droites. Et ensuite, en dessous, on peut voir l'angle du bateau par rapport au vent. Voilà, il est en train de tourner là en ce moment, plus sa vitesse. Donc des vitesses qui sont assez phénoménales pour des bateaux à voile. Voilà. Et alors, on vient de voir, pendant le temps où vous nous expliquez ça, c'est-à-dire une dizaine de secondes, eh ben, le bateau français qui était en tête, qu'est-ce qui s'est passé, Billy? Vous êtes maintenant dans le peloton, vous avez été dépassé par notamment le bateau australien et le bateau américain. exactement. En fait, on a raté un petit peu l'empannage. On est allé un peu plus loin et puis surtout, on a reposé dans l'eau. Et si bien que quand on l'eau, on avait là j'ai regardé, on avait à peu près 17 nœuds de différence entre l'Australien et nous, moins vite. Donc 17 nœuds moins vite, ça fait tout de suite de la distance et là on a vraiment beaucoup perdu de distance rien que là-dessus, quoi. David, dans ces cas-là, quand vous êtes à terre, parce que vous êtes à terre et vous recevez les données en temps réel avec le Oracle Cloud, ça arrive sur vos écrans, comment on se sent? On trépine sur son fauteuil, on est énervé, on est agacé, comment on analyse tout ça justement en temps réel? Non, on n'est pas vraiment énervé. On essaie de comprendre ce qui se passe. Et la première chose qu'on fait, c'est comparer les modes, parce qu'il y a des modes, des réglages pour les vitesses de descente des foils. C'est ces espèces d'ailes qui sont dans l'eau qui permettent au bateau de voler. Et c'est ça qui est en fait assez important pour réussir une manœuvre. Donc tout de suite, on essaie de comprendre pourquoi et de voir s'il y a une différence avec les bateaux qui eux réussissent leur manœuvre, voir si il y a quelque chose là qui peut aider. Et, euh, et puis voilà, donc c'est la première chose qu'on essaie de faire. On, on rappelle que vous avez toutes les données de tous les bateaux en temps réel qui vous parviennent sur vos écrans. Et est-ce que tout de suite vous répercutez ces informations à Billy directement dans son oreillette parce qu'il est équipé d'une petite oreillette, ou bien est-ce que vous le transmettez à quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que vous attendez la fin de la course pour tout lui dire? Comment ça se passe? Ouais, non, donc on essaie de pas trop perturber les athlètes qui sont sur le bateau et je suis en contact avec l'entraîneur qui lui est sur l'eau et donc je suis un peu l'entraîneur adjoint dans ce cas-là, dans ce cas de figure et l'entraîneur lui va utiliser l'information pour donner un meilleur feedback à la fin de la course pour préparer la suivante ou voilà, pour rassurer les athlètes, etc.
Billy, on est à mi-parcours sur cette dernière régate de Coves. On est pas mal là, on est pas mal. On est derrière les Australiens, mais bon, ces Australiens sont vraiment très 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 forts, notamment sur cet acte 4 à Coves, hein, où ils ont été intouchables du début jusqu'à la fin. Par contre, il y a le match avec les autres équipes et vous êtes plutôt bien partis dans ce match. Oui, oui, exactement. Bah, en fait, pour revenir avec la relation que l'on a, souvent le data analyst nous prévient de ce qui se passe dans la manche d'avant. Et du coup, je savais que par exemple, sur ces bords de près, il fallait une target minimum de speed de 28 nœuds. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent le bateau entre 28 et 31 nœuds au près, parce que il fallait absolument faire marcher le bateau à ces vitesses-là. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous permet aussi de rester dans le match par rapport aux autres équipes. Je trouve ça très important, cette relation entre nous deux. Ouais. Alors là, on voit qu'il y a un mano à mano entre le bateau chinois, le bateau japonais et vous. Voilà, on voit les Australiens qui sont en train de franchir la porte 3. Ils vont enrouler la bouée, ils vont repartir. Et vous, vous êtes juste derrière à la lutte. Exactement, on est juste derrière la lutte. Là, je sais que les Chinois virent un peu plus au-dessus de nous. Là, je sais que je suis intérieur un peu les lines. Donc, c'est pour ça que je réduis un petit peu ma vitesse pour faire un peu plus de cap. Bon, je suis à 25 nœuds au lieu de 28. Bon, ça reste. Je perds 3 nœuds pour faire un peu de cap. Là, je fais une belle abattée normalement. Et je m'en souviens que ce portant-là, on l'a fait vraiment vitesse max de chez Vitesse Max. C'est-à-dire qu'on n'a jamais perdu le bateau. Même, je crois, dans le jibe, on descend à peine à 28 nœuds. Donc, on fait vraiment un super boulot dans ce portant-là. Bon, alors les Chinois sont derrière. Attention, les Japonais reviennent très, très fort. On sait que Nathan Outridge n'a jamais dit son dernier mot. Il est presque à 40 nœuds. Lui, on le voit là, il est en train de partir au loin. David, dans ce moment-là, on est satisfait de son équipe. On voit les analyses, les datas qui arrivent. On se dit, bon, c'est bon, tout est au vert. Ou est-ce qu'on regarde les autres et on se dit, ah, il y en a qui vont pas lâcher le morceau là. Comment on se sent là à ce moment-là? Oui, on essaie de regarder un peu les manœuvres, voir comment elles vont se passer. On sait qu'il y a une manœuvre très compliquée qui arrive à la porte sous le vent lorsqu'on va. Et on voit les Japonais qui qui ont pris l'avance par rapport aux Chinois. Voilà, et on voit les Japonais, eux, ils ont réussi à bien rouler la bouée en haut et ils ont gardé une très très bonne vitesse et quasiment le double de la vitesse des bateaux chinois. Et on voit toute la distance qu'ils ont réussi à récupérer et on se dit ça peut nous arriver aussi. Si une manœuvre se passe mal, on peut très vite se retrouver troisième, quatrième. Donc là, il y a une manœuvre très compliquée qu'on voit effectuer par les Australiens, par les Australiens. Et donc là, on appréhende un peu. On se dit, il y a du vent, on ne sait pas. C'est la dernière course de la journée et les gens sont fatigués. Et donc voilà, on va essayer de voir. Et ils arrivent vraiment très vite, ils arrivent à 38 nœuds. Et ce qui se passe dans la rotation, ils font une manœuvre quasiment parfaite, le bateau reste à plat et ils repartent. Là, on se dit bon, c'est bon, ils ont pas loupé la manœuvre normalement, ils n'ont pas laissé d'ouverture aux poursuivants. Alors, on voit justement les poursuivants, les Japonais qui sont derrière. Billy, décrivez-nous, vous, la manœuvre des Japonais. C'est vrai que la manœuvre est assez dure. On passe vraiment. Vous voyez là, ils montent et ils redescendent d'un coup. Et là, ils ont, vous voyez là, 16 nœuds. Et c'est vraiment quelque chose où ça descend très très vite. Et c'est très dur. Le bateau, on passe de 38 nœuds. On sait qu'il faut remonter au près. La vitesse au près à peu près à 28 nœuds. Donc il faut vraiment pas la louper cette manœuvre. Et notamment, c'est ce qui est le plus dur, je trouve. En sur de base, c'est vraiment d'arriver avec le bon axe, le bon angle et de faire un super enroulé. Donc là, vous voyez, les Américains, ils le font assez propre. Et c'est vraiment très très dur. En fait, on se rend pas compte. On a l'impression que c'est facile à l'image, mais en vrai, c'est une coordination avec tous les équipiers en permanence et les réglages du bateau pour arriver à ça. Ouais.
Alors on voit la vitesse, hein, rester en vol, avoir une bonne communication à bord lorsqu'on manœuvre, c'est essentiel pour être performant. Justement, quelles ont été les décisions tactiques que vous avez prises sur cette course qui ont été spécifiques et qui font que bah, vous allez réussir une belle performance, Billy? Et puis David, vous allez pouvoir nous dire ça tous les deux. Là, souvent sur ce genre de course, ça se joue plus à la technique, c'est-à-dire que celui qui va vraiment réussir à faire de belles manœuvres va souvent être devant. Bien sûr, il faut toujours rester en vitesse maximum en permanence, mais si la vitesse de manœuvre descend moins que les autres, eh ben, on gagne en mètres. Alors, ben, heureusement, comme je vous ai dit, on va en fait dans une box, donc on essaye d'aller taper un petit peu tous les coins de cette box. Bon, bien sûr, il y a plus de coups de tactique s'il faut en fonction de la météo, mais ce jour-là, le vent était partout pareil. Il y avait vraiment du vent, de la mer, il y avait la totale. Donc, Oui. Et pas besoin d'être tactique pour aller le chercher. Il était là, le vent. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les Australiens viennent d'en finir. On voit l'arrivée des Français. David, avec des conditions de vent, donc justement, qui ont été plutôt denses, comme on le disait. Comment cela a influencé les datas que vous examinez généralement et de quelle manière? Enfin, comment vous êtes justement, vous avez configuré le bateau en fonction de tout ça? Oui, alors avant la course, on peut regarder les réglages, les angles de voile, les angles qu'il faut avoir par rapport au vent. Il y a plein de réglages pour être performant en ligne droite, on va dire. Hein, pour une fois qu'on a fait la manœuvre, on sait où se mettre pour faire avancer le bateau. Et donc on avait travaillé beaucoup là-dessus avant la course. C'était hyper intéressant après cette course justement, cette dernière course, de se comparer aux Australiens. Et on a vu qu'en ligne droite, on allait aussi vite et on avait l'angle quasiment identique. Par contre, on a pu aussi identifier des zones pour s'améliorer pour l'événement suivant, qui était justement les manœuvres. En fait, là où on perdait le plus, on pouvait perdre parfois jusqu'à 50 ou 70 mètres lorsqu'on réussissait pas une manœuvre aussi bien que les Australiens. Les Australiens, leur lead était beaucoup, était bien meilleur. Donc, c'était le prochain objectif, le prochain step pour nous, c'était vraiment de s'entraîner sur les manœuvres. Et puis, on a vu que à Marseille, on arrivait à faire de meilleures manœuvres. Et en plus, cette année à Sydney, on est arrivé encore plus affûté. Donc, c'était vraiment un cheminement hyper intéressant. À partir de cette course-là, c'était génial. On va reparler justement de la préparation et de l'évolution tout au long de la saison. Billy, quand vous avez franchi cette ligne d'arrivée, on vous a vu vous taper dans la main avec Marie, avec tout le reste de l'équipe. Qu'avez-vous ressenti justement? C'est la satisfaction du devoir accompli? oui, ben, c'est une satisfaction aussi de faire une place de podium. Bien sûr, on gagne pas la manche, on fait deux. Mais au vu de la journée et puis des efforts qu'on a fait toute la semaine, ben, on était ravis d'être là. Donc, non, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de satisfaction quand on fait les choses à peu près bien. Justement, on va peut-être reparler de cette préparation spécifique. Alors, évidemment, tout au long de la saison, mais spécifique par rapport à Cove, parce que si j'ai bien compris, vous avez passé 10 jours sur le simulateur, parce que la particularité du SailGP, c'est qu'il y a un simulateur qui est basé à Londres, et vous avez pu justement y rester une dizaine de jours. Qu'est-ce que ça a permis justement de faire évoluer dans votre préparation, Billy, et en quoi ça vous a aidé à Cove justement cette préparation avec le simulateur? Bah, c'est vrai qu'il faut imaginer un petit peu comme tous les engins rapides, on va dire, dans le sport automobile ou ben, dans la voile. Ben, on se sert un petit peu beaucoup de simulateurs pour pouvoir engranger de l'expérience. D'autant plus que ben, nous, on n'est pas seul à bord, on est cinq. Donc du coup, il faut vraiment essayer de manager un petit peu tout ça en même temps. Et ce simulateur permet de gagner un peu de temps et de dégrossir beaucoup de manœuvres. Et donc, c'est ce qui nous a permis aussi d'arriver un peu plus puissant à cause.
Alors, évidemment, Billy, c'est un athlète. Alors lui, évidemment, j'imagine que d'être avec l'élément marin, c'est toujours plus agréable, plus proche de ce qu'il connaît. Mais là, je vais parler à celui qui analyse les données. Est-ce que justement, s'entraîner sur un simulateur à Londres, ça a permis d'avoir des données encore plus précises, peut-être, ou ce sont les mêmes chiffres que vous obtenez quand ils étaient dans l'eau, les garçons et les filles de l'équipe française? Comment vous avez analysé tout ça, David, cet entraînement en simulateur? L'entraînement en simulateur en fait permet d'appliquer des choses qu'on a peut-être vues en vrai. Donc c'est peut-être dans l'autre sens. On a sorti des conclusions de nos courses et de nos entraînements et on voit si sur le simulateur on essaie de les appliquer. On voit si ça marche et on voit sans le risque de casser le bateau ou vraiment on peut essayer de tester des choses sans avoir avec un peu moins de risques. C'est vraiment dans ce sens-là que c'est intéressant. Depuis le début de la saison 1, l'équipe a progressé depuis la première course à Sydney. On vous a vu évoluer. Quel a été, selon vous, le facteur qui a conduit à ces améliorations? Comment vous l'analysez après la saison 1, justement, maintenant qui est terminée? Pour moi, le partage de données est essentiel. C'est-à-dire que vous imaginez, je ne sais pas, dans n'importe quel sport, partager entre tous les clubs ou entre tous, essayer de partager toutes les connaissances pour être les meilleurs possibles. Et ben là, c'est exactement ce qui se passe dans CLGP, c'est-à-dire que toutes les teams partagent les mêmes données et tout est ouvert à tout le monde. Et c'est ce qui est remarquable, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, c'est le service de la machine au service de l'homme. Enfin, la machine au service de l'homme. C'est-à-dire que là, on est au maximum, on utilise tout ce qui est possible pour pouvoir être les meilleurs. Et je trouve que c'est une belle philosophie. Oui. David, vous partagez ce point de vue avec Billy? Oui, c'est génial de pouvoir tout de suite comparer ce que font les meilleurs de ce moment-là sur le bateau et de se comparer tout de suite quels réglages ils ont, comment est-ce qu'ils exécutent une manœuvre. C'est comme si on allait s'entraîner une journée d'entraînement, qu'il y a 5 bateaux qui s'entraînent. C'est comme si nous on s'entraînait, moi de mon point de vue, on s'entraînait 5 fois plus parce que on récupère 5 fois plus de données. On peut même comparer des bateaux lorsqu'ils sont l'un à côté de l'autre et vraiment avoir une référence et pouvoir se référencer aux meilleurs et avoir leurs données en plus et pas seulement voir sur le haut, j'avais l'impression qu'on allait un peu mieux, mais de voir exactement et de mesurer. Pour moi, pour mon métier, c'est l'absolu, c'est le Graal.